Après 2 ans de travaux, une nouvelle déchetterie voit le jour à Échirolles, un site plus spacieux et moderne de 4100 m² qui devrait récolter près de 20 000 tonnes de déchets chaque année, un chantier de 2,15 millions d'euros. La ville de Sassenage organise la semaine olympique et paralympique au programme des rencontres de champions et sportifs de haut niveau dans les écoles de la ville. Une rencontre qui permet aux enfants de découvrir et d'échanger avec les athlètes. Et en fin de JT, nous recevrons le collectif Migrants en Isère, créé en 2012. Son but est d'aider les migrants pour améliorer leurs conditions d'accueil. Un collectif qui aide notamment des jeunes dont le parcours de formation et d'emploi peut parfois s'arrêter brusquement lorsque leur titre de séjour est refusé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 3 février 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Chaque année, les 21 déchetteries de la métropole de Grenoble récoltent 100 000 tonnes de déchets par an, soit 200 kilos par habitant. D'ici 2030, la métropole souhaite recycler 2/3 de ces déchets. Un objectif qui passe par une rénovation des infrastructures. À Échirolles, c'est donc une toute nouvelle déchetterie qui vient de voir le jour. Reportage avec Lilian Veillet. C'est une toute nouvelle déchetterie qui vient de voir le jour à Échirolles, un projet de longue date attendu depuis 2006 et qui a finalement été intégré dans le programme de rénovation de la métropole. On avait la déchetterie qui était là depuis une trentaine d'années et qui était dépassée et qui posait, je dirais, des questions d'aménagement de sécurité qui n'étaient pas toujours simples, tandis que là, tout est prévu pour. 14 des 21 déchetteries devraient être reconstruites ou réhabilitées d'ici à 2030. À Échirolles, la nouvelle déchetterie ne se déplace pas bien loin puisqu'on passe du 56 au 54 avenue de la République, mais avec une surface 3 fois plus grande que l'ancienne, 4100 m² uniquement dédiés aux particuliers. On a défini depuis 5 ans un modèle type qui consiste à avoir un grand espace, donc accueillir en même temps une douzaine, voire plus de véhicules, alors que la plupart de nos déchetteries ont fait la queue dans la rue pour attendre que le précédent ait fini de décharger. La déchetterie compte plus d'une vingtaine de filières différentes contre 10 auparavant, avec une dizaine de bennes de tri, des containers pour végétaux et bien d'autres points de collecte pour l'huile ou les écrans. Il y a les grandes bennes, mais il y a aussi les ampoules, les tubes néons, les capsules de café, les produits chimiques, les produits sanitaires. La métropole souhaite réduire de 20% les ordures produites par habitant et recycler 75% des déchets actuels, et notamment les cartons. Donc nous sommes devant la benne des cartons, des emballages, et c'est un vrai problème aujourd'hui puisque avec les livraisons, les cartons, les gens ne savent plus quoi en faire. Donc les usagers jettent leurs cartons triés bien sûr, et ensuite la grande benne que vous avez à côté va partir, va être regroupée avec d'autres bennes, d'autres déchetteries, et ensuite tout ça va partir vers une chaîne de recyclage pour redevenir du carton. Chaque année, près de 8000 tonnes de détritus étaient déposées dans l'ancienne déchetterie. Mais avec ce nouvel aménagement, la métropole compte bien doubler ce chiffre, comme à Vif et à Saint-Martin-d'Air. Justement, la déchetterie d'Échirolles est la 3e de la métropole à être reconstruite ou rénovée après celle de Vif et Saint-Martin-d'Air. Les prochaines déchetteries seront celles de Sassenage, de Vars ou encore de Grenoble-Jacquard qui seront rénovées. Des rénovations qui représentent un investissement total de 32 millions d'euros d'ici 2030. Difficile mais pas impossible de relever les défis économiques. Dans ce contexte où certains secteurs souffrent, Grenoble-Alpes Métropole vient de signer un pacte avec 2 autres collectivités, le Pays Voironnais et le Grésivaudan, avec ainsi 21 entreprises et structures économiques du Sud-Isère comme la CCI de Grenoble et l'Université de Grenoble. L'idée du pacte économie locale, c'est de renforcer l'attractivité du territoire en aidant les TPE, PME et PMI à traverser la crise sanitaire et même à se développer. Les précisions du président de la métropole grenobloise, Christophe Ferrari, au micro de Laurie Baillet. Le pacte économique local, c'est une initiative qui date déjà de plusieurs mois et qui s'est renforcée pendant la crise sanitaire autour de 24 grandes entreprises du territoire, grands acteurs économiques du territoire, collectivités, tout simplement pour, renforcer nos coopérations, pour accélérer la reprise et la relance économique sur notre territoire et donner du sens à ce que s'appelle l'économie locale, c'est-à-dire de façon très concrète, comment les grands groupes aujourd'hui, travaillant sur notre agglomération, le Voironnais et le Grésivaudan,
peuvent être utiles au développement des TPE et des PME qui existent sur ce territoire et comment nous, les collectivités, nous pouvons mieux soutenir, mieux appuyer cette dynamique qui se crée. Des grands groupes comme HP, des grands groupes comme Soitec, Radial dans le Grésivaudan et autant d'entreprises qui, Schneider, qui ont à cœur tout simplement je dirais de faire territoire. C'est finalement ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire s'unir. C'est très montagnard en fait comme façon de faire. C'est s'unir pour résister et notamment à la crise sanitaire, à la crise économique que nous vivons. Et parmi les différentes mesures qui vont être proposées, Orange va proposer des ateliers d'accompagnement pour la candidature d'alternants en recherche d'emploi. Air Liquide va privilégier l'embauche des jeunes du territoire ou encore Schneider Electric qui va détacher à temps plein 30 salariés en mécénat de compétences, 20 auprès d'associations, 10 auprès de PME, PMI. Rencontrer des champions, un rêve pour de nombreux enfants. Alors que la France et Paris accueilleront les Jeux Olympiques en 2024, des villes se mobilisent pour faire découvrir cet univers à des jeunes. C'est le cas de Sassenage. Après avoir accueilli des équipes dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin en 2020, la ville a également été sélectionnée pour être un centre de préparation pour les Jeux de 2024. L'occasion de proposer aux enfants des rencontres avec des champions. Laurie Baillet. Paris 2024 fait bouger les jeunes et la ville de Sassenage qui porte haut les valeurs du sport. Les médaillés Carole Montillet, Jérôme Neuville, Benoît Frécon et Adrien Duvillard sont là pour promouvoir l'activité physique, sportive et parasportive auprès des écoliers d'élémentaire à l'occasion des rencontres de champions. Les enfants, de toute façon, sont très fiers et très moteurs dans ce genre de situation. Ils essayent vraiment de s'intégrer et de comprendre les champions, de savoir comment ils font, comment ils réagissent, pourquoi ils sont devenus champions et peut-être que ça peut leur donner des idées pour plus tard. Ces sportifs de haut niveau partagent avec les enfants leur parcours, leurs passions et leurs valeurs. Ce que j'ai envie de partager avec les enfants à travers ça, c'est vraiment de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que quand on se met sur la carrière du sport de niveau, si on n'a pas envie à la base, ça ne marchera jamais. Et puis l'olympisme, c'est quand même quelque chose qui fait rêver les enfants, quoi. Et de savoir ce que c'est que l'olympisme, de pouvoir échanger avec eux. Donc moi j'adore communiquer avec les enfants, c'est un truc qui remet tout à sa place. Entre olympisme, paralympisme et sport adapté, les 300 élèves sassenageois ont bien retenu la leçon. J'ai compris que même quand on est handicapé, on peut faire ces Jeux olympiques. On n'est pas obligé d'être très très fort et c'est juste pour s'amuser. Des fois, notre cerveau il n'est pas encore développé et le sport c'est bien parce que après tu pourras un peu apprendre et on doit s'amuser. L'important c'est pas de gagner mais de participer. La semaine olympique et paralympique est un événement organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et s'adresse à tous les élèves et étudiants de la maternelle à l'université. Et un petit mot de foot dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2. Le GF 38 s'est imposé 2-1 face à Guingamp. Une rencontre qui avait lieu à domicile au Stade des Alpes. Les Grenoblois restent donc invaincus à domicile cette saison. Le GF 38 est actuellement 4e du classement avec 6 points de retard face au leader 3. Prochain match pour les Grenoblois, ce sera vendredi prochain. Ils se déplaceront à Valenciennes. Bonsoir Stéphane Dezalais, vous êtes membre du collectif Migrants Isère. Oui, bonsoir. Je suis co-responsable de la CIMAD à Grenoble, qui par ailleurs est membre du collectif Migrants en Isère, qui regroupe une vingtaine d'associations depuis presque 10 ans maintenant, et qui ont en commun de défendre le droit des migrants et de leur assurer un accompagnement. Et alors ce soir, vous êtes accompagné d'Abdelaziz, c'est ça ? Alors ce soir, nous sommes penchés plus particulièrement sur le cas difficile des jeunes majeurs qui trouvent beaucoup d'obstacles dans leur parcours de formation. Alors, avant de rentrer sur ce sujet, est-ce que justement vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce collectif Migrants en Isère ? Oui, alors Migrants en Isère s'est regroupé dans un premier temps pour partager leur expérience du terrain et puis rapidement pour s'unir face au pouvoir public pour pouvoir compter 20 associations dont
la Pardap, qui est une grosse association locale par exemple, mais aussi des associations nationales comme le Secours catholique, le Diaconat protestant, Amnesty International, etc., etc. Ça donne un certain poids et ça donne aussi des moyens pour faire les choses. Voilà. Alors, la semaine dernière, nous avons tourné un reportage sur Mamadou Sakho, qui est un apprenti dans une boulangerie qui était menacé d'expulsion. Alors, les gérants de la boulangerie avaient lancé une pétition qui avait rassemblé plus de 30 000 signatures et écrit en préfecture. Quelques jours plus tard, la préfecture lui a attribué un titre du séjour. J'imagine que le cas de Mamadou n'est pas un cas isolé. Oui, loin de là. Et nous nous réjouissons que les employeurs commencent à prendre conscience qu'il faut créer des mouvements collectifs. Un employeur de temps en temps qui proteste, ça marchera pas. Si les employeurs qui ont absolument besoin de cette main-d'œuvre, qui par ailleurs est très motivée, se regroupent, eh bien, ça peut faire bouger les limites. Abdelaziz, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui ? Là, je trouve que, en fait, là, je suis venu en France en 2018, à l'âge de 16 ans, et avec ma mère. Et en fait, ma mère, après, elle m'a abandonné, elle est rentrée en Tunisie. Et du coup, je me trouve dans la rue et tout. Et en fait, je ne restais pas comme ça. J'ai cherché pour manger, pour manger et tout. J'ai demandé des gens et tout. J'ai trouvé une dame qui m'a aidé. Elle m'a ramené dans une association qui s'appelle Hadat et tout. Elle m'a pris en charge. Après, ils m'ont déplacé dans une famille d'accueil. Et après, j'ai resté presque 3 mois pour être confirmé à la date et tout. Et dans ces 3 mois-là, j'ai fait des cours en français et tout. Et j'ai fait des stages en mécanique. En fait, j'ai cherché pour faire des stages et tout. J'ai trouvé un garage en mécanique et tout. Après, j'ai pas trouvé une place dans les lycées et tout parce que c'est trop tard. Et du coup, j'ai demandé à ce patron de ce garage de me faire un contrat d'apprentissage. Il a accepté et tout. Et du coup, j'ai commencé l'année prochaine, quoi, en 2019. J'ai commencé le contrat en juin 2019 et j'ai commencé après les cours en septembre. Et après un an, j'ai eu des bonnes notes, des bonnes moyennes et tout. J'étais le majeur de ma classe de 16 moyennes et tout. Après, en juin 2020, j'ai fait la demande à la préfecture. Et ils m'ont donné un récépissé avec tutelle de travail et tout. Et après, en mois de septembre, j'ai changé de garage parce que l'ancien garage, il a changé de spécialité en vente d'achat. Du coup, j'ai changé à Noroto, chez Noroto. Et j'ai travaillé avec eux pendant 3 mois et tout. Et en mois de décembre, j'ai reçu un courrier par la préfecture qui m'ont donné un QTF, qui est de territoire de français. En fait, le problème, qu'ils l'ont envoyé le 26 novembre. Et j'ai reçu le courrier le 15 décembre. Donc, je n'ai pas eu le choix. Et là, j'ai pas baissé les bras et tout. Le lendemain, j'ai cherché un avocat et tout. J'ai appelé mes amis et tout pour m'aider et tout. Et là, mon avocat, il a fait je vais faire un recours le 22 février, ce mois-là, le 22 février et tout. Pour demander de pouvoir rester en France et continuer ta formation. Ouais. Et en fait, la raison qu'ils m'ont refusé, que j'ai une famille en Tunisie. Et ma famille m'a abandonné et tout. J'ai plus contact avec eux et tout. J'ai trouvé ça, c'est pas acceptable, quoi. Et en fait, j'étais bien en classe. J'ai eu des bonnes notes et tout. Donc, c'est choquant, quoi. Oui, j'imagine que c'est compliqué. Qu'est-ce que vous dites justement, Stéphane, à ces jeunes qui travaillent et tout d'un coup, ça leur tombe un petit peu... Oui, en fait, bien entendu, on comprend en entendant le témoignage d'Abdelaziz qu'il y a quelque chose d'absurde dans cette situation où il a été recueilli par l'aide sociale à l'enfance, dans un premier temps quand il est arrivé en France, abandonné par sa mère.
Donc, on investit sur la scolarité. À 18 ans, il continue sa formation. Il est en bac pro. Il demande, car il est obligé de demander un titre de séjour à la préfecture pour être autorisé à travailler. Et puis là, tout d'un coup, on lui dit « Mais non, vous n'êtes plus autorisé à travailler. » Donc, il a fait une première année de bac pro. Il a commencé sa deuxième année de bac pro. Et on lui dit « Stop, tout s'arrête. Rien à faire ici. » Parce qu'ils ont 18 ans, c'est ça? Parce qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont nés de l'autre côté de la frontière. Parce que finalement, c'est la seule raison. Alors, on invoque beaucoup de raisons auprès des jeunes, parce que Abdelaziz n'est pas seul dans son cas. On a de nombreux cas, et c'est pour ça qu'on alerte un petit peu l'opinion par rapport à ça. C'est qu'en fait, beaucoup de prétextes, par exemple, les papiers sont faux alors qu'ils sont validés par les pays, pas de 6 mois de formation qualifiante avant 18 ans, alors que souvent ça a traîné du fait des départements de scolariser les enfants. Et puis lui, encore un cas extrêmement répandu, on lui dit « tu as de la famille au pays », alors que même il n'en a plus. Il a bien sûr, il y a toujours des cousins, un oncle, etc. Mais ce n'est pas la famille rapprochée. Et donc ces jeunes, eh bien, ils sont complètement perdus. Ils sont à la rue, ils se retrouvent brutalement à la rue, sans rien, sans logement, sans moyens, sans ressources. Justement, vous, avec le collectif, qu'est-ce que vous faites justement pour pouvoir aider ces jeunes qui se retrouvent dans cette situation? Donc évidemment, le collectif, il a pour mission d'abord de les informer sur leurs droits, donc de les accompagner pour faire des recours. Et donc on les aide à monter un dossier. Bien sûr, ils prennent un avocat. Quand on va au tribunal, on a un avocat. Et puis, bien sûr aussi, on les aide en les accompagnant avec le Secours catholique, avec une association qui s'appelle Trois Amis aussi, qui permet de scolariser ceux qui ne peuvent pas être scolarisés. Il y a des CAP qui se préparent, par exemple, en candidat libre ou des choses comme ça. Et puis, enfin, on se mobilise pour pouvoir donner cette information des jeunes qu'on massacre. Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Avec de la chance, et j'espère qu'Abdelaziz il aura un titre de séjour et il pourra continuer sa formation, avoir son diplôme, et ses patrons lui ont dit « Reviens, quand tu as ton diplôme, quand tu as ton autorisation de séjour, tu reviens nous voir, on te prend. » Ces gens, ils sont en tête de leur classe, d'accord ? Mais s'il y a malchance et ils se retrouvent à la rue, vous pensez qu'ils vont se laisser mourir? Non, bien sûr. Donc on alimente de la délinquance, ce qui est totalement inacceptable en termes d'ordre public. On parlait au tout début là, du cas de Mamadou Sakho. Il y a aussi un autre boulanger à Besançon en début d'année qui avait fait une grève de la faim pour que son apprenti puisse rester. Est-ce que cette médiatisation de plus en plus croissante de ces cas-là va permettre d'aider un petit peu ces jeunes qui se trouvent dans cette situation? Alors c'est très important parce qu'en fait, on a ce discours depuis pas mal de temps auprès des employeurs, auprès des filières professionnelles, de leur dire il faut se grouper, il faut témoigner. C'est très difficile pour les patrons, c'est très difficile. Et là, tout d'un coup, il y a un homme un peu désespéré qui fait une grève de la faim, qui se retrouve à l'hôpital, a perdu 8 kilos et qui arrive finalement à avoir un titre pour son apprenti. Du coup, ça déclenche un mouvement, une prise de conscience chez d'autres patrons. Et là, cet après-midi, nous avons effectivement réuni quelques jeunes avec leurs accompagnants, quelques patrons qui acceptent, s'engagent, s'impliquent, tellement ils ont besoin de ces jeunes et tellement ils sont attachés aussi à ces jeunes, en voyant leur hyper-motivation pour réussir leur vie, tout simplement essayer de mener une vie normale par la suite. Eh bien, merci beaucoup Stéphane d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Abdelaziz pour votre témoignage. Merci. C'est la fin de ce JT. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.